Laurence Dong, bonjour. Bonjour Eugénie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors s'il fallait vous présenter en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui vous regardent? Je voudrais déjà vous remercier Eugénie pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être interviewée par Eugénie Dépie. Quand on connaît son parcours, quand on sait qu'elle a interviewé des chefs d'État, donc forcément on se sent honoré. Merci. Surtout que quand vous le faisiez, je n'étais qu'une petite fille. Donc vous regardez à travers la télé, que vous écoutez Africa numéro 1. Donc vraiment tout l'honneur est pour moi et merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce livre que j'ai écrit et l'intérêt que vous me portez par conséquent. Alors le livre, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle Laurence Dong, je suis mariée depuis 24 ans maintenant, cette année. Je fais mes 24 ans de mariage avec le même homme, Dieu merci. J'ai des enfants, j'en ai 5. Alors, je suis heureuse et très fière d'être gabonaise. Comme je le dis souvent, je suis gabonaise au fond de moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vis en France, mais jamais le Gabon ne fera partie de mon passé. Le Gabon fait partie de mon passé, de mon présent, mais surtout de mon futur. Parce que ma vie, je l'envisage toujours en tant que Gabonaise. Et comme je le disais récemment dans un forum où j'ai eu l'honneur de participer récemment à Paris, je disais que l'Afrique aujourd'hui est l'avenir du monde. On l'a souvent dit, mais plus que jamais, il y a des économistes qui l'ont écrit, qui l'ont démontré. L'Afrique est l'avenir économique de la planète. Il n'y aura pas de solution à la crise économique mondiale sans la prise en compte du potentiel africain. Et donc l'avenir étant en Afrique, c'est tout à fait à notre honneur aujourd'hui africain de nous intéresser à notre continent, de nous intéresser à nos pays, à la manière dont ils sont dirigés. Donc j'ai eu le privilège de faire toutes mes études au Gabon, de la maternelle en 5e année d'université. Je suis passée par l'Université des sciences et techniques de Massoukou, je suis passée par l'École normale supérieure de Libreville, donc évidemment je suis enseignante de formation. Et puis voilà, j'ai toujours eu cette soif d'apprendre, de transmettre aussi des connaissances parce que, comme disait Condorcet, l'être humain est le seul animal qui a besoin d'être éduqué. Sans éducation, on ne peut rien faire dans la société. C'est vraiment la base de tout. L'éducation, la santé, l'éducation nous permet d'obtenir les comportements qu'il faut, les attitudes qu'il faut pour que le pays se construise, pour qu'on puisse vraiment tous vivre ensemble correctement. Et donc, j'ai toujours eu cette soif de continuer d'apprendre. Donc, quand je suis venue en France en 2002, suite à l'affectation de mon mari par son entreprise, puisqu'il travaille pour une multinationale, ça a été l'opportunité pour moi de repartir à l'université. Donc je me suis inscrite à la faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne de Paris-Descartes, où j'ai passé un doctorat en didactique des sciences expérimentales. Donc c'est une discipline des sciences de l'éducation où nous travaillons et réfléchissons sur l'appropriation des contenus de savoir précis par les élèves, par les enseignants, mais aussi par la société. Donc j'ai fait cette thèse de doctorat en 2008, donc ça s'est très bien passé puisque la thèse a été publiée, on peut la trouver sur internet, elle est vendue à 43 €. Et donc voilà, donc j'ai toujours été une femme engagée parce que par ailleurs, depuis ma plus grande enfance, j'ai jamais accepté qu'on me dise qu'il y avait des interdits. Lorsqu'on disait que ça c'est interdit aux femmes, c'est justement ce que je voulais faire parce que je ne comprenais pas qu'on me mette des limites, je ne comprenais pas qu'on me mette des barrières. Et souvent dans nos sociétés, parfois on dit la femme n'a pas le droit de manger ci, elle n'a pas le droit de manger ça, quand elle est enceinte, il ne faut pas qu'elle mange les œufs, etc. Et moi tous ces interdits, je ne comprenais pas, je ne voyais pas pourquoi le fait d'être une femme devait être restrictif et devait m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et donc voilà, d'entrée de jeu, j'ai pris position, y compris dans l'église, puisque je suis aussi pasteur avec mon mari, sur la position de la femme. Et peut-être que d'ici là, il y a un autre livre qui va sortir justement sur cette question, sur la place de la femme, l'interprétation, la lecture que l'on fait du rôle de la femme dans le christianisme. Moi, je revisite tout ça et je montre qu'en fait, non. La femme, en réalité, est l'égale de l'homme. Ils sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Ils ont les mêmes capacités, le même potentiel. Ils sont différents, certes, mais tout aussi capables l'un et l'autre d'impacter positivement leur environnement. Donc voilà, c'est ce qui m'a peut-être fait remarquer, puisque en 1999, alors que je ne faisais pas de politique du tout, donc j'étais remarquée par le ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme de l'époque, Madame Victoire Lassinu-Dubose, donc il m'a proposé un poste de directeur général adjoint de la promotion de la femme, alors que je n'avais même pas 30 ans, j'avais 27 ans à l'époque.
Donc j'ai accepté le poste, je l'ai occupé pendant 3 ans, ça a été très formatif. Pendant ce temps, j'ai été formée à l'approche genre et développement, donc je suis devenue experte en genre et développement. J'ai travaillé aussi sur la Convention relative aux droits de l'enfant, sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, puisque c'est sur la CEDEF que repose en fait l'approche genre et développement. Donc ça a été vraiment très enrichissant et ça m'avait permis déjà aussi de côtoyer l'univers politique, puisque Madame Lassini Dubose à l'époque était déléguée nationale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Ça veut dire que c'est le poste de la responsable des femmes de tout le Parti démocratique gabonais, donc le parti au pouvoir au Gabon depuis près de 50 ans maintenant. Et donc ça m'a permis de les côtoyer. Et lorsque je suis arrivée en France et que j'ai refait ma thèse, après je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais forcément m'impliquer à fond dans ce qui se fait en France, ou bien que le Gabon était définitivement derrière moi. Et c'est là alors que j'ai eu des sollicitations, puisque à l'époque j'ai fait partie des membres fondateurs du Conseil national des élus du Conseil national de la diversité à l'époque à l'UMP, et qu'aujourd'hui je suis membre fondateur des Républicains. Mais pour moi, cet engagement politique en France n'est qu'un terrain d'apprentissage, parce que je me considère profondément comme gabonaise et je profite de mon séjour en Europe pour apprendre et pour ramener ses compétences, pour ramener ses capacités dans mon pays d'origine. Et donc, en 2009, comme je l'explique dans mon livre, avec l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, j'avais été approchée déjà en 2005 quand la Fédération PDG se mettait en place en France, mais à l'époque, je n'avais pas voulu l'intégrer parce que, bon, comme je l'explique dans mon livre, j'avais déjà vu le fait d'avoir travaillé avec Madame Dubose, j'avais vu des réticences dans le parti, j'avais vu un certain nombre de choses. J'ai assisté à quelques réunions sur Paris qui m'ont évidemment découragée, parce que quand on vous convoque une réunion à 11h et qu'elle commence à 17h, quand vous avez des responsabilités, vous n'êtes pas enclin à revenir. Donc quand j'ai vu tout ça, je me suis dit non, je vais me concentrer sur ma thèse, je ne vais pas faire avec ça. Et donc j'ai fait ma thèse et j'ai soutenu donc, ma thèse en 2008, en novembre 2008. Et en 2009, donc il y a eu cette élection présidentielle. J'ai été approchée par certains candidats à cette élection, mais en essayant de comprendre, parce que moi j'aime bien toujours prendre le temps, le recul, de comprendre et d'analyser, je me suis rendu compte que c'était aussi des personnes avec lesquelles je ne pouvais pas cheminer longtemps, parce que certaines de leurs pratiques ne me convenaient pas. Donc j'avais fait le choix à l'époque de me retirer et de vivre l'élection présidentielle en tant qu'observatrice. Je suis restée dans l'ombre, j'ai regardé. Mais par contre, j'avais été sur les sites internet de tous les candidats, pour ceux qui en avaient. J'ai téléchargé les projets de société. Et c'est celui de Ali Bongo Ondimba qui vous a plu. Voilà. Et puis comme j'explique, il y avait le programme, il y avait le projet de société, l'avenir en conférence, que je trouvais assez cohérent, que je trouvais ambitieux pour le pays. Il y avait aussi le fait que Ali Bongo, étant le fils de l'ancien président, il assurait quand même une certaine continuité, étant donné qu'il avait avec lui le rapport de force militaire, le rapport de force financière, c'est ce que je me disais à l'époque, et que donc forcément il aurait la capacité de maintenir le pays dans la paix, mais aussi de mettre en œuvre le projet de société qu'il prônait. Donc j'ai accepté de mettre la main à la pâte. Je me suis dit, allez, vous savez, je crois que je suis faite pour faire de la politique. Je le crois profondément. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter parce que, justement, à cause de certaines représentations dont je parle dans mon livre, on m'a convaincu que non, tu ne peux pas faire de la politique, c'est pour les pourris, tout le monde est mauvais en politique, que tu ne peux pas y aller. En plus, tu as des convictions religieuses, et puis tu es une femme, et puis. Donc j'ai quand même mis un certain temps à rentrer en moi-même et à me dire non, en fait, en réalité, je suis faite pour ça. Parce que quand je regarde mon parcours, je me souviens que déjà à l'âge de 6 ans, à l'époque au Gabon, la télévision, on avait des programmes télé de 12h à 14h et de 19h à, je crois, 23h minuit. Et la télévision commençait à 19h par des dessins animés, et ensuite il y avait le journal télévisé de 20h. Et je me souviens que lorsqu'on regardait les dessins animés, on était tous devant la télé, tous les enfants de la maison. Mais dès que le journal télévisé commençait, tous les enfants se levaient et les parents s'installaient. Et je me souviens qu'à l'époque déjà, j'étais la seule à rester devant le journal télévisé. Je le regardais, je connaissais les hommes politiques, je connaissais les présidents européens, j'étais capable de parler à l'époque d'Helmut Kohl, de Margaret Thatcher. Et je me suis rendu compte que vraiment, je suis faite pour ça.
Donc je me suis dit, la politique, quand on veut faire de la politique, on la fait dans un parti politique, pas dans une association, dans un parti politique. Donc j'ai décidé d'intégrer dans un parti politique et j'ai choisi celui d'Ali Bongo, le Parti démocratique gabonais. Donc ça a été une démarche volontaire, une démarche réfléchie. Mon père n'a pas milité au PDG, du moins après... Il a milité au Rassemblement national des bûcherons. Et quand il a vu que les grandes figures de ce parti ont rejoint le PDG, voilà, il vous a dit finalement il faut rejoindre le PDG. Voilà, il m'a dit, ma fille, si tu veux faire de la politique, au lieu de faire semblant d'être dans l'opposition pour finir après dans le PDG, et puis bref, mais surtout que là, je me disais que j'avais des raisons. Parce que je ne veux pas faire de la politique politicienne. Comme je dis dans mon livre, je dénonce la politique du tout noir ou du tout blanc. Cette politique qui veut que quand on est affilié à un parti politique, quand on est adhéré à un parti politique, on doit dépeindre tout ce que ce parti fait en blanc, au point de défendre l'indéfendable, au point de tolérer l'intolérable. Ce n'est pas possible, on ne peut pas avancer comme ça. On doit pouvoir être objectif, garder son objectivité, être réfléchi et réflexif sur les pratiques et les façons de faire du parti auquel on appartient. Donc pour moi, j'estimais que je ne voulons pas faire de la politique politicienne. Le fait qu'Ali Bongo mette en œuvre un projet de société me donnerait des arguments pour le défendre. Parce que pour moi, la politique, ce sont d'abord des actions qui sont là pour améliorer les conditions de vie des populations et moderniser le pays. Et je voyais ça dans l'avenir en France. Je me disais, tant mieux, j'aurais de quoi défendre ce parti, j'aurais de quoi défendre le patron, puisqu'il va mettre en œuvre un programme. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas faites telles qu'elles étaient annoncées. Il y a eu d'autres embûches. Et je voudrais dire que mon livre ne se résume pas au Parti démocratique gabonais. C'est très important. Une grande partie quand même. Non, ce n'est pas une grande partie parce que mon livre compte 5 chapitres. Dans le premier chapitre, je débute sur mon expérience à la Fédération PDG de France. Et déjà, ce premier chapitre se termine par une note optimiste en faisant appel, en relatant l'engagement politique des femmes du Rwanda et de comment ces femmes ont réussi à relever leur pays après le génocide. Ensuite, dans le deuxième chapitre, je parle des problèmes que j'ai vus au niveau du Parti démocratique gabonais, mais qui se retrouvent aussi dans la classe politique gabonaise, dans l'ensemble de la classe politique. Et dans le troisième chapitre, je parle justement de cette politique du tout noir ou du tout blanc. Et là, je dénonce des choses que je ne trouve pas correctes au parti au pouvoir, mais aussi celles que je ne trouve pas correctes du côté de l'opposition. Et ensuite, je parle des valeurs qui, pour moi, aujourd'hui, doivent être inhérentes à la pratique de la politique au Gabon si on veut continuer d'avancer. Et dans le dernier chapitre, j'interpelle ceux de ma génération et j'essaie de leur montrer combien il est important aujourd'hui de s'engager en politique, mais pas pour venir faire la politique telle qu'elle a été faite jusqu'à présent, mais pour la faire autrement. Laurence, donc, tout à l'heure, vous allez débattre avec Dieudonné Taïro Aperano, que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur lui? Je pense que je préférerais ne rien dire à son sujet parce que lorsque je suis passée par la Fédération PDG de France, nos relations n'ont pas toujours été en bon terme. On n'a pas eu des relations cordiales, certainement pas, puisque plus d'une fois j'ai été invectivée m'accusant de vouloir prendre sa place de fédérale, etc. Et que j'étais arrivée au Parti démocratique gabonais, que j'avais créé des problèmes d'ailleurs, puisque mon arrivée a été contestée par quelques femmes, comme je le raconte dans mon livre. Et il a fait des courriers d'ailleurs à l'administration, aux responsables du parti, courriers dont j'ai des copies. Il y en a un notamment dans lequel il dit que je suis de nationalité douteuse, que son prédécesseur Aboubakar Mambima a laissé à la tête de l'UFPDG France une femme de nationalité douteuse, qui se réunit avec des femmes de nationalité douteuse et de l'opposition. En fait, voilà, c'est ce que j'ai gardé de mon séjour au Parti démocratique gabonais. Et même après ma démission, il y a encore des courriers qui sont partis pour dire qu'en fait, j'étais le principal problème de la Fédération PDG de France et que tant que je ne quittais pas ce parti ne se porterait pas mieux. Maintenant, je suis partie, j'espère que le parti se porte mieux. Voilà, mais vous aurez l'occasion de redécoudre tout à l'heure avec Dieudonné Taïro Aperano, qui, je le rappelle, est secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais en France. On en reparlera. On en reparlera. Merci, à tout de suite. Merci.
Dieudonné Taïro Aperano, bonjour. Bonjour. S'il fallait vous présenter en quelques minutes, comment vous le feriez? 52 ans, marié, père de 5 enfants, ingénieur dans les travaux publics, 27 ans d'expérience. 30 ans de France. Plus de 30 ans, je suis en France depuis 1980. Waouh. J'aspire à rentrer chez moi. Bref, plus de 30 ans en France, donc études secondaires, universitaires en France, tout mon cursus professionnel en France, avec des faits d'armes assez importants dont je pourrais peut-être parler tout à l'heure. Je disais donc 5 enfants, et puis un beau jour de 2004, après avoir milité, on va dire, plus ou moins dans l'ombre. Au sein du Parti démocratique gabonais? Toujours. Toujours. Quelque chose de fondamental chez moi, c'est la stabilité, la fidélité. Toujours le Parti démocratique gabonais. Bien, et puis vient s'installer en 2004 la Fédération PDG de France, dans laquelle, bien évidemment, on me donne une responsabilité, celle de diriger la section numéro 3, celle qui s'occupe de la zone sud, le 94, le 91 et le 77. Et là, comment dire, j'ai pu mettre, on va dire, mes talents de mobilisateur, de rassembleur, puisque c'est à la tête de cette section que nous avons pu mobiliser, enfin donner au PDG une bonne centaine de militantes et de militants à travers cette section. Voilà. Et c'était en vue des élections de 2005 auxquelles j'ai participé de manière très active, ce qui m'a permis de prendre un peu plus de galon dans le Parti démocratique gabonais. Voilà. En 2006, je devenais numéro 2 de la fédération. Et en 2011, au bénéfice de la rentrée du secrétaire fédéral récipiendaire, en tant que numéro 2, j'ai accédé à la tête de la fédération, voilà, dans des conditions pas toujours très difficiles, mais bien, vous savez, la Fédération PDG de France est la plus grande des fédérations. Elle s'inscrit dans un environnement où elle doit s'intégrer dans la communauté gabonaise la plus grande. La plus grande des fédérations en France? Des fédérations du PDG, y compris au Gabon. Y compris au Gabon. Y compris au Gabon. Il faut bien savoir qu'une fédération est une structure de base. Et que si vous prenez au hasard la fédération de Mbendje, chez moi à Port-Gentil, je suis natif de Port-Gentil au passage, la fédération de Mbendje à Port-Gentil, c'est pas plus d'une centaine de personnes. Voilà, ici c'est 2000 militantes et militants et sympathisants aussi, il faut bien le préciser, recensés en 2012. Voilà. Donc, et cet environnement est fait de personnes toutes aussi capables les unes que les autres. Donc, il s'y exerce une compétition assez acharnée. Ardue. Ardue même. Ardue est même un faible mot. Voilà. Donc, c'est très sportif. Voilà, il faut être très... Sportif, c'est même un faible mot, semble-t-il. Voilà. Je pense que vous en aurez un aperçu tout à l'heure. Comment dire, et en plus, j'y accède non pas en tant que légitime, mais en tant que statutaire, du fait de ma position de numéro 2 qui fait que c'est à moi de prendre la relève. Donc, toutes les ambitions, toutes les personnalités qui ont des bras longs jusqu'au Gabon, toutes les personnes qui pouvaient prétendre au trône ne se sont pas privées de me mettre par-ci une peau de banane, glisser par là un croc en jambe,
Par exemple, ce sont des choses sur lesquelles je suis passé depuis bien longtemps, mais les choses telles qu'on les connaît dans un parti, c'est ce que j'appellerais les politiques de salon. Exemple, des personnes qui usent de leur proximité avec des personnalités influentes pour pouvoir vous évincer sur la base d'un rapport toujours fallacieux ou sur la base d'une offre de service dont la personne elle-même a le secret de la réussite. Bon, je suis chrétien, j'ai envie de dire gloire à Dieu de ce que toutes ces choses ont toutes été couronnées d'échecs, et me voici aujourd'hui heureux de diriger une fédération forte qui vient encore une fois samedi dernier de célébrer le 48e anniversaire du Parti démocratique gabonais avec une fête qui a rassemblé plus de 200 personnes et qui a duré de 18h à l'aube, et dans laquelle nous avons pu recevoir des artistes de renom tels qu'Amandine ou des humoristes tels que Manitou, le Général et autres. Voilà, dans l'ambiance et la ferveur que seul le PDG peut faire. Tout cela bien agrémenté par un bon repas tel que les femmes du PDG savent nous les faire. Voilà, donc le PDG en France est bien vivant, fort, rassemblé, discipliné et prêt à soutenir son candidat pour les échéances qui s'approchent. Alors comment vous comptez soutenir le candidat ? Merci, bonne question. La chose est simple. La politique telle que nous la vivons ici en France, elle est plutôt basée sur des informations ou des avis ou comment dire, un activisme qui se répand dans les réseaux sociaux. Il s'agit donc pour nous de rétablir la vérité, de dénoncer les impostures, voilà, et de reconnaître tout simplement avec honnêteté ce qui n'a pas marché, ce qui demande à être corrigé, mais aussi de souligner et de mettre en avant ce qui a marché et dans un dernier temps, s'appuyer sur la personnalité d'Ali Bongo Ondimba pour démontrer qu'il est le seul crédible pour, emmener le Gabon dans les changements en profondeur dont ce pays a besoin. Tous les autres, pour moi, ne sont que des gens qui sont là pour la distraction. Voilà. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Honnêtement. Je commencerai par ce qui n'a pas marché. L'enthousiasme, la volonté de bien faire, l'ambition légitime qui rencontrait des attentes aussi légitimes de la population, a fait qu'un certain nombre de promesses ont été faites. Les logements sociaux, l'eau, l'électricité qui ont tardé à venir, même si l'eau et l'électricité sont là. Moi qui suis ingénieur des travaux publics, je peux vous dire que des travaux d'eau et d'électricité, ce ne sont pas des travaux qui se font en quelques mois ou en simplement quelques années. Puisque je suis en train de parler de moi, permettez-moi de vous donner mon fait d'armes professionnel le plus important. J'ai travaillé dans une société qui s'appelait les Travaux Parisiens, qui sous-traitait le renouvellement et la rénovation du réseau de distribution de l'eau dans Paris. Pourquoi ? Parce que dans les années, en 1993, au moment où je rentre à la Société Travaux Parisiens, donc en sous-traitance pour la mairie de Paris, le taux de rentabilité du réseau est de 68%. 68%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on faisait venir 100 litres d'eau de province, ça venait de Provins d'ailleurs,
la facturation effective de ces 100 litres d'eau n'atteignait pas 70 litres. Il n'était facturé aux usagers que 68 litres d'eau sur les 100 litres. Donc, en termes de préservation de l'environnement, vous voyez déjà le coût, mais en termes financiers, ce sont des milliards qui sont perdus. Donc, on nous livre ce chantier en 1993, et c'est en 2010 que le maire de l'époque de Lanoé met un terme au contrat 17 ans après. Pourquoi ? Parce que 17 ans après, nous avons, et moi à la tête de ces équipes, nous avons porté le taux de rentabilité de 68 à 95%. Voilà. 17 ans. 17 ans. Donc, un pays vaste comme le Gabon, moitié de la France, avec toutes les souffrances en distribution d'eau et d'électricité, il est tout à fait raisonnable de penser que ce n'est pas en 2-3 ans que la chose pouvait être résolue. Gloire à Dieu de ce que le président a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, a entendu les complaintes et tout ce qui a pu s'étaler ici et là. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer à observer les résultats positifs de cette politique. Donc, ça m'emmène vers ce qui a marché. Les infrastructures, excusez du peu, quand on dit que le nombre de kilomètres routiers ont été doublés en 6 ans, ce n'est pas peu de choses. C'est quand même un effort à relever. Les hôpitaux étaient taxés de mouroirs, étaient indexés comme des mouroirs. Aujourd'hui, ils sont devenus des hôpitaux tout à fait rénovés, équipés avec des appareils de classe mondiale. C'est depuis quand ça ? Mais c'est depuis les années, depuis les dernières années. Les infrastructures, mais depuis 2-3 ans. Les hôpitaux, vous prenez par exemple le centre hospitalier universitaire de Libreville, qui était l'hôpital général avant. Aujourd'hui, c'est un centre hospitalier universitaire, avec de nouveaux bâtiments, avec de nouveaux équipements, fonctionnels depuis 1 an maintenant. Voilà, depuis 1 an. Le dernier directeur général a été nommé il y a 2 ans, je crois, et il est en train de faire un travail remarquable pour ramener la ressource humaine, parce que c'est maintenant à ce niveau que le problème se pose. Les infrastructures sont là, les équipements sont là, se pose maintenant le problème de l'infrastructure. Et là-dessus, je reviendrai là-dessus. Pourquoi ? Parce que le Gabonais de France a un rôle important à jouer là-dedans, puisque on commençait tout à l'heure en disant que le Gabonais de France est quelqu'un qui est venu en France pour étudier. Il a eu diplôme, certains ont eu de l'expérience comme moi, et il est bon que la valeur ajoutée de ces acquis soit apportée au Gabon plutôt qu'en France. Or, nous sommes aujourd'hui en train de constater que le phénomène de fuite de cerveau devient réel au Gabon. Ça, c'est un axe de travail important pour la Fédération PDG de France, c'est le fédéral que je suis. Donc, du point de vue des infrastructures à mettre au compte du président Ali Bongo Ondimba, il faut bien noter cet effort important qui a conduit au désenclavement de pans entiers de la population qui étaient enclavés du fait du manque de routes, du manque de moyens de communication, et de fait, ils étaient coupés des services administratifs et des services hospitaliers. Donc, c'était une situation assez dramatique à laquelle le président a remédié en quelques années, s'il vous plaît. Quand même, c'est quelque chose qu'il faut noter. Au-dessus de ça, on peut ajouter l'aide aux personnes à revenus réduits. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience de ce que, à cause de l'enclavement, de la coupure des pans entiers des services administratifs, santé, école et autres, il y a des pans entiers de la population qui étaient voués à la pauvreté. Il fallait apporter une solution à ces gens-là. Et la CNAM-GS a été créée pour ça, pour prendre en charge tous ces pans entiers. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci. Une dernière question, la même que j'ai posée à Laurence Ndong. Qu'est-ce que vous pensez de Laurence Ndong ? Écoutez, Madame Laurence Ndong est quelqu'un qui m'a été servi par mon prédécesseur. Je ne la connaissais pas.
J'arrive un jour de Libreville, on m'apprend qu'il y a une nouvelle personne pour diriger l'équipe des femmes. Mais que ça posait problème puisqu'elle sort de nulle part et que les femmes qui étaient là, on leur a enlevé une occasion, chacune pour elles, d'avoir une promotion. De plus, cette dame a été vue pendant la campagne posant avec des opposants. On en voit encore des photos sur YouTube. Bon, voilà. Donc, elle est venue comme un cheveu dans la soupe au sein de la fédération. Mais, bon, moi je suis quelqu'un de plutôt conciliant, de plutôt, c'est dialogue, tolérance et paix, je colle vraiment à la devise de notre parti. J'y vais en me disant, je dois assurer la continuité entre mon prédécesseur et moi. Et donc, ce qu'il a fait même dans mon dos, je vais faire en sorte que ça aboutisse à quelque chose de bien parce que de toute façon, quand vous l'avez entendu, elle s'est présentée, elle a des choses à proposer. Eh bien, je peux vous assurer que dès la première réunion, quand tu viens avec de bonnes intentions pour soutenir quelqu'un et lui permettre de prendre racine dans la structure qu'elle est censée diriger, eh bien, ça finit en clash. C'est la caractéristique de cette dame-là. Elle crée des problèmes partout où elle passe. Bon, donc voilà, ce sera vraiment un large débat. La caractéristique, une bonne façon non, mais j'en parlerai tout à l'heure certainement. Merci beaucoup. Alors je rappelle que ce n'est pas un combat de personne à personne, c'est un débat d'idées, un débat franc, direct, au cours duquel donc Laurence Ndong, qui est l'auteur de ce livre, Gabon, pourquoi j'accuse, va en découdre avec monsieur Dieudonné Taïro Aperano, qui est le secrétaire fédéral de la Fédération du Parti démocratique gabonais en France. À tout de suite.